Bonjour à tous. Tout d'abord, je désire vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire sur le processus de demande de subvention de CIRA. Je m'appelle Maureen James, responsable du programme d'investissement communautaire de CIRA, et je suis accompagnée de... Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Delphine Avomoevuna et je suis en charge de la communication ici à CIRA. Donc, tout d'abord, on voulait juste reconnaître en tant que CIRA l'endroit où nous nous trouvons. Donc, nous nous trouvons à Ottawa. Donc, Ottawa est situé sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, qui est présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Je suis évidemment ravie de vous rencontrer aujourd'hui et de vous compter parmi nous pendant cette session de webinaire. Nous allons éteindre nos caméras, Maureen et moi, juste pour que vous puissiez vous concentrer sur les diapositives. Et sachez que ce webinaire s'adresse tout d'abord aux personnes évidemment intéressées à préparer leur demande de subvention dans le cadre de notre appel à financement pour l'année 2023. Et cet appel est évidemment ouvert, comme vous le savez, jusqu'au 12 avril à 14 h, heure de l'Est. Donc voilà. Tout d'abord, pour commencer, nous allons traiter 5 sujets aujourd'hui. Donc, les sujets principaux vont être le calendrier de présentation des demandes et un aperçu des subventions que CIRA peut soutenir. Nous allons parler des secteurs et des restrictions en matière de financement. Nous allons parler de l'examen d'admissibilité et des critères d'évaluation. Nous allons également parler des directives à suivre pour la soumission d'une demande et nous terminerons le webinaire par une séance de questions-réponses. Quelques mots d'abord avant de commencer sur CIRA. Donc, CIRA, c'est l'autorité canadienne pour les enregistrements Internet. On connaît CIRA principalement en fait pour le rôle que nous jouons dans la gestion du domaine .ca au nom de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Nous gérons présentement plus de 3 millions de domaines .ca. Évidemment, bien que notre priorité absolue soit la gestion sûre des domaines de premier niveau du Canada, en tant qu'organisation sans but lucratif formée de membres qui sont présents ici au Canada, nous avons également un objectif qui est beaucoup plus vaste, un objectif qui est d'offrir un Internet de confiance à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes. Donc, en tant qu'organisme à but non lucratif, on soutient l'Internet du Canada. Chaque année, avec ce programme que l'on vient de renommer NetGood, on met de côté des millions de dollars qui viennent évidemment de la vente de nos domaines .ca. On les réinvestit dans des services et des projets qui sont liés aux défis urgents du Canada. Donc, tout ce qui est les revenus qui sont liés à .ca, les revenus qui sont liés aux services connexes que CIRA offre sont ensuite réinvestis dans la communauté. Donc, évidemment, notre programme de subvention est au cœur des initiatives du programme NetGood de CIRA et c'est cela dont nous allons vous parler aujourd'hui. Depuis 2014, nous avons financé 201 projets pour un montant total de 10,45 millions de dollars. C'est la 10e année que nous offrons des subventions et nous en sommes évidemment très fiers. Nous allons commencer par un aperçu du calendrier de présentation des demandes et de l'appel de subvention de cette année. Maureen? Oui, merci Delphine. Et je vais commencer par dire un enregistrement de ce webinaire sera disponible dans le courant de la semaine prochaine sur le site web de CIRA, c'est-à-dire dans la même section où vous vous êtes inscrit pour participer aujourd'hui. Aussi, quelques détails sur la logistique.
compte tenu du nombre élevé de personnes qui participent au webinaire aujourd'hui, nous avons désactivé vos micros. Veuillez donc écrire vos questions dans le tableau de droite et nous nous assurerons d'y répondre à la fin de la présentation. Si vous ne pouvez pas voir le tableau de bord pour poser vos questions, vous pouvez cliquer sur la flèche orange pour l'agrandir. Si vous avez de la difficulté à y accéder, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse subvention@cira.ca et nous y répondrons plus tard. Maintenant, sur le calendrier, parlons en détail de la période de demande de subvention de cette année. Voici un aperçu des dates d'échéance. La période de demande a débuté le 2 mars et se terminera le 12 avril à 14 heures, heure de l'Est. Nous insistons sur le fuseau horaire dans l'échéance puisque nous recevons des demandes requérantes de partout au pays et notre système en ligne n'accepte pas les demandes en retard. Ce système se désactivera automatiquement à l'échéance, soit à 14 heures, heure de l'Est. Assurez-vous de connaître l'heure de l'échéance dans votre fuseau horaire. Du 2 mars au 12 avril, nous examinerons les demandes de façon continue jusqu'à l'échéance de 14 heures. Après 14 heures le 12 avril, nous n'accepterons plus les demandes. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance d'envoyer votre demande dès que possible. Voici pourquoi. Lorsque votre demande est soumise dans le système en ligne, le personnel de CIRA l'examine pour s'assurer qu'elle est admissible et complète et vous envoie un courriel de suivi s'il y a des éléments manquants ou inexacts. Habituellement, 50% des demandes soumises nécessitent des modifications avant d'être acceptées. Cela peut notamment être dû à des documents manquants, à des sections vides dans le formulaire de demande ou à des incohérences dans les recettes et les dépenses budgétaires. Vous avez jusqu'au 12 avril à 14 heures pour corriger votre demande et nous l'envoyer à nouveau. S'il manque toujours des renseignements dans votre demande après l'échéance de 14 heures, votre demande sera rejetée et vous ne serez pas en mesure de poursuivre le processus. Nous vous conseillons donc fortement de ne pas attendre à la dernière minute pour envoyer votre demande. Veuillez soumettre votre demande bien avant la date limite afin que nous puissions l'examiner et que vous puissiez y apporter toute modification nécessaire avant la date limite. Seules les demandes complètes et admissibles seront acheminées au comité d'évaluation à des fins d'examen. Si votre demande réussit l'examen d'admissibilité, elle sera soumise à l'examen du comité d'évaluation. Le comité examine les projets sur une période d'environ 1 mois et rendra ses décisions tard en juin. Ces recommandations quant aux projets financés sont soumises à l'approbation de notre conseil d'administration à la fin de juin. Nous avisons l'ensemble des requérants résultats de leur demande par courriel d'ici la fin du mois de juillet. Si votre projet est choisi, nous vous enverrons une lettre au mois de juillet énonçant les exigences pour la réception de la subvention. Donc, à des fins de planification, dans votre demande, inscrivez la mi-juillet comme date de début pour tout financement de CIRA. Voyons les particularités de l'appel de subvention de cette année. Les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés, les communautés autochtones et les établissements de recherche, universités et collèges sont admissibles. Vous pouvez présenter votre demande en anglais ou en français. Nous disposons de plus de $1 million pour financer des projets liés à l'Internet. Les subventions peuvent atteindre $100 000. De plus, les demandes de subvention peuvent évidemment être inférieures à $100 000. Vous pouvez demander une subvention de $24 000 ou de $40 000 s'il s'agit du montant dont vous avez besoin. Nous accordons des subventions pour des projets de toute envergure. Les programmes doivent être conçus
pour durer jusqu'à un an. Toutefois, nous favorisons les projets dont les résultats durent au-delà de la première année. Les demandes admissibles sont soumises à l'examen du comité d'évaluation de CIRA qui est constitué de 13 personnes, 4 membres du conseil de CIRA, alors que les autres, qui sont des chefs de file de l'Internet d'un bout à l'autre du pays, représentant les secteurs de financement et les bénéficiaires cibles. Cette année, nous avons précisé les critères d'admissibilité, surtout qui n'est pas admissible. Il est important de noter que certains groupes ne sont pas admissibles aux subventions. Il s'agit des écoles, quelquefois des bibliothèques, des municipalités et des entreprises. Toutefois, il est toujours possible de présenter une demande en partenariat. Un organisme à but non lucratif, un organisme de bienfaisance, une université, une communauté autochtone peut agir à titre de requérant principal en partenariat avec l'un de ces groupes pourvu qu'il assure la supervision du projet et qu'il joue un rôle dans l'exécution. De plus, quiconque détient une subvention active avec nous à l'heure actuelle ne peut soumettre une nouvelle demande. C'est-à-dire, si le rapport final n'a pas été soumis, l'organisation en question n'est pas admissible à une autre subvention avant que ce rapport soit fait. Si vous connaissez notre programme de subvention ou si vous avez déjà fait une demande de subvention, voici quelques points importants à garder à l'esprit cette année. Nous discuterons des 3 secteurs de financement dans un moment, mais sachez que la littératie numérique n'en fait plus partie et que l'engagement politique est le nouveau nom donné à un ancien secteur. La subvention de 250 000 $ n'est plus offerte, mais vous pouvez demander une subvention allant jusqu'à 100 000 $. Puis, des lettres de soutien de la communauté sont désormais requises pour prouver que les requérants ont consulté la communauté dans le cadre du projet et ont développé une relation avec les intervenantes communautaires. Maintenant, je laisse la parole à Delphine qui présentera les secteurs et les restrictions en matière de financement. Donc, il existe 3 principaux secteurs de financement cette année. L'infrastructure, la sécurité en ligne et l'engagement politique, comme le disait Maureen. Pour les subventions 2023, notre intérêt porte particulièrement en fait sur les projets qui soutiennent les communautés nordiques, rurales et autochtones, qui concernent aussi les élèves de la maternelle au secondaire et les étudiants dans les études post-secondaires. Notre premier secteur de financement, l'infrastructure, on va en parler un peu plus en détail, c'est on essaye de regarder l'infrastructure dans laquelle nous finançons la recherche sur la connectivité, les études de faisabilité, les infrastructures de base, les services de connexion du dernier kilomètre, ainsi que les solutions qui sont plus opérationnelles et qui donc augmentent le rendement, diminuent les coûts et améliorent la souveraineté des données. Dans bien des cas, en fait, les projets d'infrastructure peuvent être passablement dispendieux. Ça peut arriver à des sommes assez importantes et il est tout à fait acceptable de présenter à CIRA donc une demande de financement partiel d'une initiative bien plus importante. Par exemple, si vous bénéficiez d'un financement provincial ou fédéral et vous avez besoin d'un financement de contrepartie, d'un petit boost, si vous participez à des partenariats du secteur privé, par exemple, ou si vous avez besoin de fonds, notamment pour l'engagement communautaire ou pour les études de faisabilité, pour le financement, pour d'autres types de financement, le financement de CIRA pourrait vous être utile. À titre d'exemple, en 2021, CIRA a contribué à un projet de plusieurs millions de $ pour la Great Bear Initiative Society des Premières Nations côtières dans le but d'apporter en fait des infrastructures numériques essentielles aux communautés côtières des Premières Nations. Donc le projet soutient les FSI
appartenant donc à ces communautés et gérées par elles-mêmes pour fournir l'Internet haute vitesse dans la région. Donc, le projet également investi dans l'amélioration de la performance du réseau. Le but, c'était d'atteindre la norme universelle de 50-10 mégaoctets dans les régions où Internet était inférieur à cette norme. Donc, la Great Bear Initiative Society a estimé que la mise en place d'infrastructures essentielles dans les communautés s'imposait et donc contribue à relier la communauté sur le plan numérique. En termes de résultats, ça a permis ou ça permettra à plus de 6 000 membres des Premières Nations d'avoir accès à un meilleur Internet. Le deuxième axe de financement, c'est la sécurité en ligne. Donc, CIRA finance des projets qui visent à préparer les Canadiens et les Canadiennes à une utilisation sécuritaire et confiante de l'Internet et à renforcer les connaissances et les mesures de protection contre les menaces telles que la désinformation, les préjudices en ligne, l'intrusion dans la vie privée, la surveillance, la cyberintimidation et aussi les violences sexistes. En 2020, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a constaté une lacune dans leur programme d'études. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus compte que les étudiants manquaient d'expérience pratique et ils voulaient pouvoir leur permettre d'apprendre davantage sur la cybersécurité et les services et les infrastructures essentielles. Donc, le Nouveau-Brunswick, qui est une plaque tournante d'infrastructures essentielles, l'établissement en question, donc le collège communautaire, a trouvé qu'il était plus approprié d'enseigner le rôle que sur la cybersécurité dans les infrastructures à ses étudiants. Et donc, en collaboration avec CyberNB, le NBCC a créé un espace à l'intérieur du collège qui est consacré donc à l'apprentissage par l'expérience, appelé le Centre des opérations de sécurité des infrastructures critiques. Donc, le centre, il s'adresse évidemment aux étudiants postsecondaires, mais il a rapidement été mis en place et accessible pour les étudiants de la maternelle à la 12e année par des visites et des démonstrations. Donc, le projet permet en fait d'accroître les connaissances en cybersécurité en offrant des simulations, une formation de sensibilisation et en détection. Le centre réussit à fournir aux étudiants de niveau postsecondaire de l'expérience expérimentale en cybersécurité et aussi il continue de chercher des moyens d'étendre sa portée et donc d'atteindre plus de membres de la population et d'accroître donc le potentiel du projet. Finalement, le dernier secteur de financement, c'est l'engagement politique. Donc, cette catégorie était connue sous le nom de leadership communautaire. Donc, vous pouvez découvrir des exemples de projets antérieurs dans ce secteur sur notre site Internet. Nous avons changé le nom afin de plutôt clarifier le type de projet que nous voulons financer et pour que ça corresponde plus à la mission de CIRA, donc à des événements, des recherches, des travaux sur l'écosystème des politiques qui visent à accroître la sensibilisation, la compréhension et l'engagement du public, le tout en matière de politique et de gouvernement national de l'Internet. Donc, à titre d'exemple, nous avons financé le programme Acorn par le passé. Donc, le but, c'était d'étudier en fait les obstacles liés à l'abordabilité concernant notamment l'accès numérique des communautés à faible revenu du Canada. Donc, l'organisme avait pour intention de créer un rapport qui servirait de référence aux responsables politiques. Donc, le rapport a mis en évidence que les compétences numériques et les services numériques abordables tels que
le Wi-Fi, etc., sont nécessaires afin que les communautés à faible revenu puissent évidemment contribuer à l'économie numérique. Donc, le rapport a amplifié les voix des membres des communautés marginalisées et leur a donné des outils pour accroître leur accès à l'économie numérique globale. En plus des groupes précis qui sont non admissibles à notre financement, les écoles, les bibliothèques et les municipalités, comme l'a rappelé Maureen, il y a également certaines activités que nous ne finançons pas. Donc, premièrement, nous ne finançons pas les projets qui sont axés sur la prestation d'un service en ligne, comme la création d'une application ou d'une plateforme en ligne. Nous ne finançons pas non plus l'équipement destiné aux utilisateurs finaux pour un usage personnel, les projets de conception web et la formation générale dans le domaine des technologies de l'information. Donc, certaines autres restrictions en matière de financement comprennent les projets à la recherche de financement pour couvrir des frais de déplacement considérables, des collectes de fonds, les coûts de fonctionnement ou les coûts rétrospectifs. Les dernières restrictions en place s'appliquent aux coûts de marketing et aux frais de recherche dans pour les projets dont l'objet est extérieur au Canada, pas non plus au budget des projets où plus de 25% du budget est destiné à l'équipement. Les projets d'infrastructure sont les seules exceptions à cette restriction liée à l'équipement où l'essentiel du budget peut être consacré, mais même dans ce cas, l'équipement des locaux d'abonnés n'est pas admissible au financement. Donc, je vais laisser la parole à Maureen qui passera en revue l'examen d'admissibilité et les critères d'évaluation. Merci, Delphine. OK. S'il y a une chose à retenir de ce webinaire, ce devrait être ceci. L'échéance de 12 avril à 14 heures, heure de l'Est, s'applique également aux échanges dans le cadre de l'examen d'admissibilité. Vous présenterez ce que vous espérez être une demande complète. Vous recevrez un accusé de réception automatique du système confirmant sa réception. Cependant, cela ne signifie pas que votre projet est admissible, mais uniquement que le système l'a reçu. Le personnel de CIRA s'assure que la demande est complète et admissible et effectue un suivi dans les 2 jours suivants pour vous demander tout renseignement additionnel le cas échéant. Vous recevrez un email dans les 2 jours s'il y a des problèmes avec votre soumission. Au moins 50% de demandes ont dû faire l'objet d'un certain suivi. Veuillez rester à l'affût des messages de suivi de CIRA puisqu'il arrive souvent qu'ils se retrouvent dans la boîte de courriel. Si on parvient à résoudre convenablement les questions d'admissibilité avant l'échéance, la demande pourra passer à l'étape suivante. Tout ce que je me prête à vous dire en ce qui concerne le matériel nécessaire pour la soumission d'une demande se trouve sur notre site web. Toutefois, il s'agit de l'aspect dont les requérants semblent avoir le plus besoin de directives. Alors, voici. Plusieurs documents sont nécessaires pour qu'un dossier soit complet. Cela comprend un formulaire de demande rempli et un budget pour le projet. De plus, d'autres documents doivent être prêts à présenter. Tout d'abord, vous devez fournir une preuve d'admissibilité. Des preuves d'admissibilité peuvent comprendre, par exemple, les documents confirmant votre statut d'organisme bienfaisance ou vos documents de constitution en société. Les chercheurs universitaires qui présentent une demande sur les auspices d'une université ou d'un collège doivent fournir une lettre confirmant qu'ils font partie du personnel d'un établissement universitaire. Contrairement aux établissements universitaires, les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance et les communautés autochtones doivent fournir une liste des membres de leur conseil d'administration, y compris leurs coordonnées, notamment l'organisation qui les emploie, leur titre, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique,
ou des renseignements sur la direction ou sur le conseil de bande. Une copie de leurs états financiers vérifiés les plus récents. S'ils n'ont pas des états financiers vérifiés, nous acceptons des états financiers préparés ou examinés par un comptable attestant et signés par 2 membres du conseil d'administration. On doit finir le budget d'exploitation pour l'année en cours, c'est-à-dire 2023. Le budget d'exploitation doit indiquer clairement l'année. Un budget d'exploitation montre les revenus et les dépenses prévues en lien avec les activités de votre organisation pour l'année en cours. Le budget d'exploitation doit couvrir au moins la période jusqu'en décembre 2023. Les universités n'ont pas à fournir de budget, mais elles doivent fournir le CV du chercheur responsable du projet. Nouveau pour l'appel de cette année, nous demandons pour la première fois des lettres de soutien des intervenantes communautaires qui devraient bénéficier du projet. Ces lettres prouvent que vous avez impliqué la communauté dans votre projet et que vous avez développé des relations pour favoriser la réussite du projet. Tous ces renseignements doivent être soumis dans notre système de demande en ligne. Il s'agit là des documents qui sont vérifiés à l'interne chez CIRA pour s'assurer qu'ils sont complets avant d'être acheminés au comité d'évaluation. Comme mentionné auparavant, notre expérience démontre qu'au moins 50% des demandes nécessitent des corrections ou des ajouts, souvent en ce qui concerne ces documents. Alors, nous vous encourageons de soumettre le tout bien avant la date limite, soit le 12 avril. Il n'est pas nécessaire de fournir des documents autres que ceux demandés dans le système de demande en ligne. Le comité recevra et examinera uniquement le formulaire de demande et les pièces jointes exigées. Une fois que la proposition de projet a réussi l'examen d'admissibilité, elle est évaluée par notre comité d'évaluation qui lui attribuera une note sur 100. Le comité cherchera les éléments suivants. La concordance avec les bénéficiaires cibles du projet, c'est-à-dire les communautés rurales, nordiques et autochtones, ou les élèves de la maternelle ou secondaire et les étudiants du postsecondaire. Un plan de projet clair et solide, la participation des intervenants communautaires, une vision à long terme quant à l'incidence et à la durabilité du projet, et finalement un budget raisonnable dans lequel la demande de subvention à CIRA est clairement identifiée. Nous ne pouvons pas deviner avec certitude le déroulement d'une année, mais nous recevrons généralement plus de 100 demandes par année. Étant donné la demande élevée et notre financement limité, nous pouvons habituellement financer moins de 20% de projets soumis. L'an dernier, nous avons reçu plus de 100 demandes et en avons financé 16. Finalement, Delphine va discuter des directives à suivre et du processus en ce qui concerne la soumission d'une demande. Avant de vous lancer dans une demande, il y a un peu un modèle de demande sur notre site web qui pourrait vous être très utile. Vous pouvez afficher un exemple du formulaire de demande en entier. Cet exemple va indiquer la limite de mots et les attentes. On offre des explications tout au long du formulaire afin de préciser ce qui vous est demandé à chaque question. Certaines personnes utilisent le modèle notamment pour rédiger les réponses en ligne dans un autre document avant de les copier-coller en fait dans le système de demande en ligne lorsqu'elles sont prêtes. Donc, ça vous aide à vous préparer en prenant votre temps. Si votre connexion Internet laisse à désirer, ça pourrait être en fait une bonne solution aussi pour vous, pour être sûr que tout soit rempli selon les exigences. En termes de la soumission elle-même,
Donc, les demandes sont soumises en ligne à l'adresse cipapplication.cira.ca. En fait, c'est une plateforme de subvention que nous avons personnalisée sur SurveyMonkey Apply. Vous pouvez choisir le français en haut à droite de la page. Vous pouvez vous rendre directement sur ce site ou le rejoindre à partir de la section « Comment présenter une demande » sur notre site web, sur le site web des subventions de CIRA. Donc, choisissez FR dans le coin supérieur droit pour accéder à la version française du système. Si vous n'avez encore jamais présenté une demande de subvention avec CIRA, alors que vous utilisez le système pour la première fois, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'inscrire » dans le coin supérieur droit et comme ça, vous pourrez créer votre compte en ligne. Si vous avez déjà présenté une demande, par contre, votre compte se trouve encore dans le système. Donc, vous pouvez vous y connecter sous l'adresse de courriel que vous aviez déjà la dernière fois ou celle du dernier requérant que vous aviez utilisé. Et si vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez évidemment le modifier. Voici ce que vous verrez en vous connectant sur la plateforme personnalisée. Donc, vous verrez la première série de tâches à accomplir sur le bureau de la plateforme. Le formulaire de demande, en fait, c'est une tâche en soi. Et vous aurez aussi la fiche budgétaire qui sera aussi dans la catégorie des tâches à accomplir, ainsi que les pièces jointes que vous pourrez mettre individuellement télécharger individuellement sur la plateforme. Une fois que vous aurez choisi votre type d'organisme à but non lucratif, de bienfaisance, communauté autochtone ou établissement universitaire, dans cette catégorie formulaire de demande, vous pourrez remplir et soumettre du coup votre demande directement. Il y a aussi d'autres tâches en lien avec votre type d'organisation qui apparaîtront. Les tâches et les documents nécessaires diffèrent évidemment en fonction de votre type d'organisation. Sur le côté gauche, vous pouvez également voir que vous avez la possibilité d'ajouter d'autres personnes, donc des collaborateurs. Si vous désirez que plusieurs personnes s'occupent de votre demande, si vous avez évidemment plusieurs personnes dans vos équipes qui sont en charge des différents aspects du projet. Une fois que vous avez soumis tous les documents pertinents, il reste une tâche avant que votre demande soit complète. Il faudra qu'il y ait un représentant qui est un signataire autorisé au sein de votre organisation qui doit remplir le formulaire d'autorisation pour confirmer qu'il approuve le formulaire de demande et le budget. Donc, la dernière étape, une fois que tout ça c'est fait, ça consiste à simplement cliquer sur « Soumettre ». Vous seriez surpris du nombre de personnes qui réalisent pas cette étape et en fait, leur projet n'a pas été soumis. Donc, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas ou malheureusement, nous ne recevrons jamais votre demande. Mais pour rappel, vous pouvez apporter des changements à n'importe quel moment de votre demande avant de la soumettre. Donc, par exemple, les documents téléchargés, le formulaire de demande. Après avoir cliqué sur « Soumettre », vous ne pouvez plus apporter aucun changement. Et votre demande passe alors dans notre système à l'étape suivante, qui est l'étape de l'examen de l'admissibilité par CIRA. Évidemment, vous pouvez télécharger une copie de votre demande en tout temps pour l'avoir dans vos propres archives. Maureen va passer à la présentation des conseils pour la partie budgétaire. Oui, merci Delphine. Le tableau de budget de votre projet est un formulaire Excel que vous devez tout d'abord télécharger dans le système en ligne, puis remplir hors ligne, sauvegarder, puis téléverser à nouveau dans le système. Voici quelques conseils utiles au moment de remplir le formulaire de budget. Assurez-vous que les recettes totales correspondent aux dépenses totales. Veuillez présenter le budget total de votre projet. Si celui-ci est supérieur au montant que vous demandez à CIRA, veuillez préciser les autres sources de financement que vous tentez d'obtenir ou que vous avez déjà confirmées.
Assurez-vous également de tenir compte de la valeur de toutes les contributions en nature dans la section des revenus et de dépenses. Nous vous prions de bien indiquer les éléments précis pour lesquels vous demandez du financement à CIRA dans le cas où vous avez d'autres contributeurs. CIRA ne finance pas les coûts de base continus ou les postes à temps complet, mais vous pouvez présenter les coûts de réalisation du projet. Et si ceci comprend le temps des employés, il n'y a aucun problème. Vous pouvez inscrire, par exemple, un coordonnateur de projet et le pourcent du temps qu'il consacre au projet et son taux de rémunération pour ce travail. Vous pouvez également allouer jusqu'à 15% de votre demande de subvention à l'administration du projet. Cela comprend les frais généraux de réalisation du projet, comme le loyer, la comptabilité, la gestion, c'est-à-dire ce qui permet à votre projet de fonctionner. Pour chaque ligne de dépense du projet, veuillez expliquer la façon dont vous êtes arrivé au montant estimé. Présentez une décomposition détaillée des coûts si possible. Par exemple, inscrivez les taux horaires, une décomposition des coûts de l'équipement, des estimations de tous les aspects des déplacements, vols, hébergement, repas, et conservez dans vos dossiers les devis reçus du fournisseur potentiel. Enfin, assurez-vous que la demande financière de CIRA est proportionnelle à la taille et à la capacité de votre organisme. Je laisse maintenant la parole à Delphine qui conclura la présentation de ce webinaire. Tout d'abord, juste pour faire une petite pause, on sait que ça peut être beaucoup cette présentation. Donc, n'oubliez pas, comme le disait Maureen, qu'il y a un enregistrement auquel vous avez accès et vous pourrez avoir accès sur la plateforme. Et vous pouvez nous soumettre vos questions avant la partie Q&A qui arrive dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à aller dans la section questions et à commencer à poser vos questions. On sera ravis d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, pour terminer, les points les plus importants. Donc, nous mettons évidemment à la disposition des nouveaux requérants une liste complète des anciens projets. Donc, ça peut être vraiment utile si vous voulez voir exactement ce qui est requis et quel type de projet CIRA finance plus dans les détails. Nous les invitons à la consulter avant de soumettre une demande. Évidemment, les projets qui sont réalisés en 2021 et 2022 sont les plus pertinents pour cette année. Mais cependant, n'oubliez pas que les secteurs de financement ont changé en 2023. Nous n'acceptons qu'une seule demande par organisme à but non lucratif ou de bienfaisance. Toutefois, les universités et les collèges peuvent soumettre plusieurs demandes pourvu que le ou la chercheur responsable soit différent sur chacune des demandes. Surtout, nous encourageons fortement tous les requérants et toutes les requérantes à soumettre leurs demandes bien avant la date limite du 12 avril. Comme ça, s'il y a un problème, au moins on pourra pallier au problème. C'est évidemment dû au fait que la plupart des demandes sont malheureusement parfois incomplètes. Ça peut être les réponses aux questions, ça peut être les documents. Les requérants doivent rester à l'affût d'un courriel provenant de CIRA, comme vous disait Maureen plus tôt. Faites bien attention à vérifier vos spams ou vos courriels. Donc, le courriel va sûrement vous demander de resoumettre une demande avec les documents manquants. Donc, nous aussi, si vous le faites plus tôt, ça va pouvoir nous aider à soutenir votre demande et être sûr que tout soit fait dans les règles. Si la demande complète n'est pas soumise avant le 12 avril à 14 h, malheureusement, encore une fois, elle ne sera pas admise. Elle ne sera pas admissible. Donc, surveillez votre boîte de réception, vos courriels indésirables, juste après avoir fait votre demande, car vous pourriez recevoir un courriel de soit grants@commercialcira.ca ou de, évidemment, no reply @commercialmail.cira
SMAPLY ou SMAPLY, donc SMADPLY.NE. Ça va évidemment vous indiquer qu'il manque des documents ou qu'il y a un problème avec votre demande. Pour résumer, si vous pouvez répondre oui à toutes ces questions, votre projet pourrait être admissible à une subvention. Donc, 1. Faites-vous une demande au nom d'un organisme à but non lucratif, d'un organisme de bienfaisance, d'une communauté autochtone ou d'un établissement universitaire? 2. Votre projet correspond-il à l'un des 3 secteurs de financement, l'infrastructure, la sécurité en ligne ou l'engagement politique? 3. Votre projet bénéficie-t-il aux membres des communautés nordiques, rurales ou autochtones, aux élèves de la maternelle au secondaire ou aux étudiants du post-secondaire? 4. Avez-vous préparé tous les documents dont vous avez besoin pour votre demande? Ces documents sont indiqués sur notre site web. N'oubliez pas que vous devez désormais soumettre des lettres de soutien de votre communauté pour appuyer votre demande. Enfin, selon notre expérience, voici en fait les principales raisons pour lesquelles les demandes des requérants ou des requérantes sont refusées. Par exemple, il manque des documents, tout simplement. Les demandes sont rejetées s'il manque des documents ou si ceux-ci ne répondent pas aux exigences énoncées. Il manque de correspondances claires. Donc, par exemple, les activités ne correspondent pas clairement aux objectifs des 3 secteurs de financement de CIRA. Par exemple, les projets qui reposent sur le contenu en ligne ou sur les plateformes de réseautage ne sont pas admissibles. Les ressources, les outils ou la recherche doivent présenter un lien direct avec un des 3 secteurs de financement. Les résultats du projet ne sont pas clairs. Donc, les activités, par exemple, peuvent être décrites dans la demande, mais sans que les résultats et l'impact souhaité d'un projet soient suffisamment précis. À CIRA, on veut connaître évidemment les changements précis et l'impact qui est de ces projets dans la communauté et l'impact que vous souhaitez tirer évidemment de votre initiative. Ensuite, il y a aussi évidemment les préoccupations qui sont relatives au budget du projet. Par exemple, si certains coûts liés au projet ne sont pas détaillés ou sont perçus comme trop élevés ou superflus, le projet pourrait être classé plus bas. Donc, par rapport à la grille de notes que Maureen partageait. En plus, il y a la demande financière qui peut être parfois qui doit être évidemment proportionnelle à la taille et à la capacité des organisations. Et tout apport en nature provenant de votre organisation ou d'une autre partie de votre ou d'une tierce partie en fait doit être évidemment indiqué dans la demande. Il est aussi possible qu'il y ait un nombre trop élevé de demandes. Nous recevons des centaines de demandes et nous ne pouvons pas toutes les financer, malheureusement. En 2022, nous avons reçu plus de 100 demandes admissibles et nous n'avons pu en financer que 16, comme disait Maureen. Et donc, de façon générale, ça signifie que nous avons financé environ 15% des projets présentés. Mais nous ne voulons évidemment pas que ça vous rebute ou que vous vous sentiez ou que vous ne vouliez pas présenter des demandes. On est ravis de pouvoir lire vos projets et de pouvoir voir l'impact que vous souhaitez avoir sur les communautés. Donc, en termes de ressources, le meilleur endroit pour obtenir davantage de renseignements, c'est évidemment notre site Internet. Vous y trouverez les renseignements sur les processus d'envoi d'une demande, le type de projet que nous finançons, des exemples de projets, évidemment, que nous avons financés par le passé et tous les renseignements nécessaires pour votre demande 2023. La catégorie blog de notre site Internet aussi est assez intéressante. Il y a des renseignements sur le travail que fait CIRA. Il y a notamment 2 articles qu'on a récemment publiés qui parlent justement de ce programme de subvention et des conseils pour soumettre votre demande. Évidemment, vous pouvez nous écrire à subvention@cira.ca. Vous pouvez également jeter un coup d'œil aux réseaux sociaux de CIRA. Nous avons évidemment lancé la promotion du programme de subvention et vous avez plein de ressources qui pourront être intéressantes pour vous.
Nous sommes toujours ravis d'entendre, de lire vos courriels ou de pouvoir répondre à vos questions. Donc, comme nous l'avons mentionné, la meilleure façon, c'est d'envoyer un courriel à subvention au pluriel à commercial CIRA.ca. Vous pouvez également contacter SurveyMonkey si vous avez des problèmes avec l'application, avec le formulaire. Et maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante, celle des questions. Maureen, je te laisse prendre la parole. Oui, merci. Voilà beaucoup d'informations qu'on doit assimiler en même temps. Nous allons consacrer quelques minutes afin de répondre aux questions que vous vous posez peut-être maintenant. Je pense qu'il y a quelques questions communes qui nous écoutent quelquefois. Alors, Delphine, est-ce que vous pouvez réviser ces questions? Oui, c'est vrai qu'on a souvent, on fait ça depuis quelques temps, donc on a souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc, parmi les questions les plus fréquentes, on a par exemple des questions du type « J'ai déjà obtenu une subvention de CIRA, puis-je présenter une nouvelle demande ?» Maureen. Oui, en anglais, yes, if you have received a grant from CIRA in the past, you can apply again as long as we have received the report and said back to you, thank you, the project is finished. Please feel free to send another project after you have completed the one you have. If you have a project that's in progress with us, we can't consider another application from you until that project is finished. Comme le disait Maureen plus tôt dans la présentation, évidemment, si vous avez déjà présenté une demande par le passé, vous pouvez en refaire une demande en 2023. La seule obligation, c'est que votre ancien projet ait été soumis et que vous ayez reçu le fameux email le fameux courriel de confirmation. Donc, il vous dit, oui, nous avons bien reçu votre projet, n'hésitez pas à en présenter un autre. Si malheureusement, pour une raison X ou Y, vous n'avez pas pu soumettre votre projet, votre rapport la dernière fois que vous avez soumis votre demande, il faudra le faire. C'est la seule façon pour nous de pouvoir clôturer cette demande et ensuite vous pourrez faire votre nouvelle demande pour la nouvelle session. Il y a aussi parfois, les gens se posent la question, peut-on présenter plus d'une demande? If you are a nonprofit organization, Indigenous community, or registered charity, only one application is allowed. If you're with a university, a researcher with a university, as long as it's a different department, different lead researcher, the university can be involved in more than one application, but it has to be a different researcher for every project. Comme on l'indiquait plus tôt, malheureusement, si vous êtes un organisme à but non lucratif ou de bienfaisance, nous n'acceptons qu'une seule demande. Par contre, si vous êtes une université ou un collège, vous pouvez soumettre plusieurs demandes. La seule condition, c'est que le ou la chercheur responsable soit différent sur chacune des demandes. C'est le seul critère. On a aussi parfois la question, Maureen, je viens tout juste d'incorporer mon organisation et je n'ai pas encore d'état financier vérifié. Puis-je quand même présenter une demande? Yes, you can present an application. The evaluation panel does look for your organization's experience managing projects of the size that you are requesting funding for. So it helps them to see that you have a track record as an organization managing funded projects. So they especially do look for audited financial statements and a clear budget. So the more of that kind of documentation you can provide, the more likely that they will be able to take your application
into account? Donc, évidemment, la réponse est oui. Comme l'explique Maureen, la seule contrainte, en fait, c'est que, évidemment, tous les projets sont soumis à un comité d'évaluation qui va regarder l'expérience de votre organisme quant à la gestion de ce type de projet. Donc, évidemment, les organismes ou les projets qui auront tous ces détails, tout cet historique seront forcément mieux évalués que les autres, parce que ce qu'ils cherchent à savoir, c'est est-ce que l'organisme en question est capable de gérer ce projet ou a l'expérience de gérer ce type de projet pour lequel elle a besoin d'une subvention. Pour la dernière question, c'est pouvons-nous remplir le formulaire de demande hors ligne? No, it's not possible to submit an application offline, but you can use the application form, the copy of the application form from our website to prepare your answers offline, and then use the time that you're in the online system to submit it. So unfortunately, we can't accept applications that are not submitted through the online system, but it is possible to prepare all of your answers offline and then cut and paste them into the application form in SurveyMonkey Apply. Maureen, I think the only different thing is like for budget, right? For budget, we said they could download the Excel file, fill it in, and then upload it back, right? Yes, that's required. So again, that still has to be submitted in the system. Ultimately, everything has to go online. An application can't be submitted offline. Donc, comme disait Maureen, évidemment, on peut pas. En fait, c'est pour la partie vraiment de la demande de subvention elle-même avec le formulaire. On peut pas, par exemple, remplir le formulaire hors ligne et ensuite le télécharger sur la plateforme. Le seul moyen, ce serait d'avoir une copie, de le remplir, ensuite de copier-coller ces réponses dans le formulaire et ensuite de le soumettre. La seule différence, par exemple, c'est avec la partie budget. Là, la partie budget, c'est vous avez un exemple Excel que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, le remplir hors ligne et ensuite le soumettre avec votre demande. Mais malheureusement, pour le reste, c'est vraiment à remplir directement sur la plateforme. Je pense que c'est tout, à moins qu'il y ait des personnes qui aient d'autres questions par rapport à ça ou qui aient d'autres demandes. Je pense que c'est bon. Nous allons pouvoir clôturer la présentation. OK. Donc, on va pouvoir clôturer, vu qu'on n'a pas de demande en plus. On espère vraiment que ce webinaire vous a été utile et n'oubliez pas que vous pourrez y avoir accès encore une fois sur le site internet de CIRA et vous pourrez retrouver toutes les informations dont vous aurez besoin. Oui. Bonne journée Merci. à tous. Au revoir. Oui, merci. Au revoir.